Bonjour tout le monde et bienvenue à la tournée des Alliances françaises. Je me présente Aimée Laberge. Je suis la directrice des programmes ici à l'Alliance française de Chicago et aujourd'hui, nous célébrons avec vous la Journée internationale de la francophonie et sa diversité culturelle avec des escales dans quelques-unes des 800 alliances françaises de notre réseau, qui est en fait la plus grande organisation culturelle au monde. Apprendre le français, c'est se faire 299 millions d'amis. C'est ça la francophonie. Alors, suivez-nous alors que nous visitons les alliances d'ailleurs, live autour du monde. Nous les remercions de nous accueillir chez eux. Ce matin, 5 escales de 15 minutes pour notre programmation jeunesse, 5 ans et plus, de 5 ans à 95 ans, bien sûr. Alors, nous allons en Suède, à Paris, à Cusco, près de Machu Picchu au Pérou, pour finir à Hyderabad en Inde. Cet après-midi, à partir de midi, d'autres escales pour tous. Inscrivez-vous si vous voulez recevoir un lien Zoom et poser des questions à nos invités. Sinon, continuez de nous regarder en live streaming sur notre Facebook et celui de nos partenaires. Avec nous aujourd'hui pour démarrer cette tournée des Grands-Ducs, je vous présente Webster alias Ali Ndiaye, québécois d'ascendance sénégalaise, artiste hip-hop et passionné d'histoire, qui nous rejoint de Montréal. À toi, Webster. Merci Aimé. Bonjour à toutes et à tous, où vous soyez sur Terre en ce moment. Ça me fait plaisir de vous accompagner toute la journée dans cette grande tournée pour découvrir les alliances françaises. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec l'Alliance française de Falun en Suède, avec François Seul qui va nous lire un extrait d'un conte qui s'appelle Arda à la limite des arbres, qui est un conte Sam de Harriet Norman. Et on a très hâte de l'entendre. Et brièvement, quelques mots à propos de Madame Seul, qui est originaire de France, qui vit en Suède depuis une quarantaine d'années et enseigne le français à l'Université de Stockholm. Elle a traduit plusieurs livres du suédois vers le français et elle travaille aussi en éducation contre le racisme en collaboration avec la Fondation Turan. Et donc, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions à Madame Seul. Nous aurons une discussion après chacune des capsules. Donc, n'hésitez jamais à poser vos questions. Je peux les relayer. Et donc, à vous, Madame Seul. Oui, bonjour à tous. Hej, comme on dit en suédois. J'espère que vous allez bien. Et je vais vous raconter l'histoire de Iba. Iba a 5 ans. Elle a de longs cheveux que sa maman tresse en natte avec des rubans colorés, rouge, jaune, vert et bleu. Iba habite dans un petit village près du cercle polaire, au milieu du pays Sam, tout au nord de la Suède. Il y a 4 maisons dans le village qui est près de la forêt. Iba vit avec sa famille dans une maison rouge. Iba trouve que sa maman ressemble à un oiseau avec des ailes blanches. Elle sait que sa maman parle le langage des oiseaux. Le papa d'Iba est fort comme un ours et connaît très bien la forêt. La maman d'Iba sait des tas de choses et c'est important car il n'y a ni docteur, ni téléphone, ni radio, ni télévision dans le village. Mais la maman d'Iba sait parler avec les petits oiseaux. Ils sont les meilleurs annonceurs de nouvelles, bien mieux que le téléphone. Les petits oiseaux racontent tout ce qu'il faut savoir et un peu plus. Mais partout où il y a des gens, il y a aussi l'oreille cachée, Tiobielier. Si tu es à la maison,
l'oreille sera souvent accroupie dans un coin sous le toit. Dans une tente, elle se trouve sous l'ouverture par laquelle la fumée s'échappe. Si tu fais du feu, l'oreille se déplacera vers un endroit moins enfumé, donc plus confortable. L'oreille n'aime sans doute pas avoir de la fumée dans ses conduits. Si tu es dehors, l'oreille sera encore là. Elle entend tous les sons et les mots qui sont dits. L'oreille invisible peut être assise sur une branche, les jambes ballantes. Elle écoute avec intérêt les gens parler. Comme elle est invisible, l'oreille entend la vérité, peu importe l'endroit. Si tu fais très attention, tu remarqueras ce que l'oreille arrive à faire. L'oreille réagit particulièrement quand on dit qu'on ne veut pas du tout faire quelque chose. Si tu dis que tu n'aimes pas une personne, l'oreille cachée va faire en sorte que ce soit le contraire. Celui qui dit du mal d'une autre personne va en fait devenir son ami. L'oreille se souvient des pensées méchantes et elle s'efforce de corriger les gens qui comprennent de travers. 1, 2, 3, tu t'en mordras les doigts si tu essaies d'envoyer de mauvaises pensées à ton prochain. L'oreille cachée est là pour apprendre à l'être humain à penser à ce qu'il dit. Chaque mot est donc important et soigneusement choisi pour les sames comme Iba, car tous savent qu'il y a quelqu'un qui écoute. Tous connaissent l'oreille cachée. Quand Iba a 7 ans, elle doit commencer l'école et quitter son village pour aller à l'internat. Elle n'y est pas du tout heureuse. Elle n'a pas le droit de parler sa langue, la langue Sam. Elle doit manger une nourriture totalement différente. Elle ne peut pas jouer dans la forêt et ses parents lui manquent. Elle veut que sa maman vienne la chercher. Une fois par semaine, le mercredi, les enfants qui sont à l'internat ont le droit de téléphoner chez eux. Mais Iba n'arrive pas à dire ce qu'elle veut dire à sa maman, car la directrice est assise tout près du téléphone et Iba sait que tous les enfants qui font la queue derrière elle vont entendre tout ce qu'elle va dire. Alors, elle reste silencieuse. Mais un jour, Iba décide de quitter l'internat. Elle prend le bus toute seule et part à la recherche de son papa qui travaille dans la forêt. C'est l'hiver. Et il fait très froid et il y a beaucoup de neige. Mais la lune va l'aider à trouver son chemin. Iba songe. La lune me regarde, donc je ne suis pas seule. Éclaire mon chemin si tu as une belle lumière. Je suis en route pour retrouver mon papa. Après avoir marché longtemps dans la forêt, Iba retrouve son papa. Elle commence à travailler avec lui dans la forêt. C'est super difficile. Elle se sent très fatiguée. Elle comprend alors qu'il vaut mieux qu'elle retourne à l'école en attendant de devenir plus grande. Et c'était l'histoire d'Iba. Et c'est une histoire vraie. Hido! Oh, wow, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, vous nous dites que c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, disons. Oui, c'est une histoire authentique. C'est la vie de l'autrice Harriet Nordlund.
Et c'est vraiment son enfance passée dans les années 50 dans le nord de la Suède, dans le pays Sam. Et les illustrations ont été faites par Kerstin, qui est illustratrice professionnelle et qui a habité aussi au nord de la Suède. Donc c'est une histoire oui, basée sur, en deux parties à la limite. Webster, si vous avez compris, la première partie, c'est l'enfance, une enfance dans la nature, en communion avec la nature, avec un bien-être et une vie assez simple en autonomie dans ce petit village. Et puis, à 7 ans, la deuxième partie est traumatisante pour l'enfant. Elle change totalement de milieu et à l'époque, les internats étaient extrêmement sévères pour les enfants qui devaient aller à l'internat pour apprendre le suédois. Je voudrais rappeler aux personnes qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions en commentaire Facebook ou encore dans la boîte de conversation Zoom. Justement, si nous parlions un peu des internats, parce que, en fait, c'est une question en deux volets. La première, c'est qu'au Canada aussi, on va vivre cette époque des pensionnats, quand on a des residential schools aussi, qui était une politique d'assimilation des Autochtones pour en fait, les empêcher de parler leur langue, pour les rendre blancs en fait. Et donc, j'aimerais probablement que vous nous parliez un peu des Sâmes, de la culture Sâme. Oui, volontiers. En Suède, excusez-moi, je vous écoute, je vous pose ma question ensuite. Oui, bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a actuellement à Umeå un festival de littérature qui est basé sur la littérature Sâme contemporaine. Donc, la culture Sâme se porte bien maintenant, heureusement, grâce à des associations et à des mouvements engagés pour promouvoir, sauvegarder, préserver la culture Sâme. Les Sâmes sont l'unique, je ne sais pas si vous le savez, Webster, mais les Sâmes sont l'unique peuple autochtone de l'Union européenne. Et les Sâmes demeurent dans un territoire qui s'appelle Sápmi, qui couvre des parties de la Russie, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Et en Suède, quand Iba parle de sa langue Sâme, on parle surtout le Sâme du Nord, mais il y a plusieurs autres langues Sâmes. Le Sâme de Luleå, de Piteå, de Umeå, par exemple. Et cependant, tous les Sâmes ne savent pas parler Sâme. On apprend une langue souvent par les parents ou à l'école, et il y a eu, comme Iba le raconte, à l'internat, il n'avait pas le droit de parler Sâme. On retrouve cette dynamique à bien des endroits. Bien, Madame Seul, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'avais tellement d'autres questions. Je comprends. J'aurais aimé vous parler des déplacements forcés des populations Sâmes en 1920. Oui. C'est un événement. L'histoire Sâme est chargée de pages à lire et à découvrir, mais on en reparlera une autre fois. Oui, on poursuivra la discussion en Suède. Et, absolument. Et je vous dis au revoir avec les enfants. C'est pour les enfants. Fifi brin d'acier. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci pour ça. À une prochaine fois. Nous allons continuer notre voyage. Cette fois-ci, on va passer du nord de l'Europe vers un peu plus au sud, vers Paris. Nous allons rencontrer Oliver G., un Australien qui habite à Paris, qui va nous raconter un conte.
qui s'appelle Kylie, the Crocodile in Paris. Oliver s'est installé à Paris en 2015, où est-ce qu'il travaillait comme journaliste. Puis, il a abandonné son travail pour se consacrer à plein temps au podcast de Earful Tower. Est-ce que c'est un jeu de mots sur Eiffel Tower? Exactement, c'est ça. C'est un jeu de mots. Earful Tower, parce que c'est pour the ears. C'est excellent, j'ai beaucoup aimé. Merci. Un podcast qui a été recommandé par le New York Times comme l'un des meilleurs podcasts de voyage au monde. Et donc, félicitations, c'est très bien. Et donc, on vous écoute, on écoute votre compte et ensuite, eh bien, on pourra continuer la discussion. OK, cool. Et le livre, ce sera en anglais. Alors, je vais switcher to English to present Kylie the Crocodile. That's the correct way, you see, yes? Cool. OK. Oui, on voit, merci. OK, parfait. OK. Et maintenant, c'est meilleur si je peux voir tout le monde aussi. OK, parfait. Kylie the Crocodile in Paris. Now I will read to you all the story of Kylie. But firstly, the most important thing, it's based on an absolutely true story. Are you ready? Are you ready? I can see you. Yes? Okay, here we go. In a Paris canal, at the edge of the town, a scaly old creature is swimming around. You might see, if you carefully stare for a while, her crocodile teeth and her crocodile smile. And that is the Canal Saint-Martin. Et ça, c'est le Tour Eiffel. Next page. Okay. She's quite hard to spot when she's hidden away, and she's usually hiding during the day. Can you see her? Yeah, I know you can see her. But how did she get there? And why is she so smiley? Well, here comes the story of Crocodile Kylie. She's happy. I think she's happy. Start here. When Kylie the Croc was only petite, a Parisian lady thought she looked sweet, and she decided to take her back home as a pet. Here she is. But Kylie the Croc hadn't fully grown yet, because crocodiles get bigger, I think. I suspect. Okay. She grew. Too big for the fish tank. Too big for the sink. Too big for the bathtub, wouldn't you think? And then, too big for the bathroom. Too big for the hall. In each room, she reached from the wall to the wall. The old lady figured this just couldn't be. There must be a place to set poor Kylie free. Look at this. So one night, she crept down to the water and slyly, she sneakily, secretly let go of Kylie. And under the shine of the Paris street light, Kylie the Croc escaped into the night. Look, you can see everything in the bottom of the canal. Look, isn't it good to swim freely around like a crocodile should?
True story, remember. Okay, this is Kylie thinking here. My fish tank, my owner, she thought. I don't need them. Look at this wonderful, watery freedom. She swam around Paris and she swam with a smile. This is the life for a big crocodile. There she is. And look, there's a boy riding on a crocodile too. But that one's a fake one. Next page. She's still talking here. And you're going to see if you can spot Kylie. I can swim up to people and I can watch them. Do you see her? She's 2 times there. There's one. Ooh. And then it says on this page, watching people in Paris is crème de la crème. Can you spot her, Webster? Yes, I do. Thank you. Oh, now it's nighttime. At night, when nobody else was around, she'd swim through the sewers deep underground. And this is where it gets exciting. She'd pop into all kinds of beautiful places with famous old statues and famous old faces. There's a very famous face. I think that is the Mona Lisa. Now, Kylie the crocodile wasn't embarrassed to try on the shoes in the best shops in Paris. Look at her having fun there in the Bon Marché. She traveled all over and she traveled in style. No wonder she always was wearing a smile. There she is, Jardin de Luxembourg there, and La Durée, Les Vitrines, literally. Next page. Oh, we're getting near the end now. Now, I'll zoom into the crocodile, see if you can spot her early. Now, if you're ever in Paris and you're walking about, wherever you go, you've got to look out for the clues that Kylie has left on the street, like crocodile footprints from crocodile feet. Look, she's seen something. And look very carefully in the canal if you want to see Kylie, our toothy old pal. Last page now. Oh, who is that pointing there so much? And eating. Okay, last page here. But, this is a bit scary, but maybe think twice before dipping your feet, because feet are a crocodile's favorite treat. And crocodiles bite, even when they look smiley. So look, but don't touch if you ever see Kylie. And then, that's the end of the story, but then at the end, there are some little facts about Paris, which I don't think I'll read now, but it tells you all the information about all the places that we just saw. Like I'll do one. The Eiffel Tower is the tallest building in Paris, and it takes 300 steps just to get to the first level. Goodness me. And then here's one last picture where you can see Kylie in the sewers underground. And I'll give you a little treat. On that page, there is a hint about the next book that we're doing, but I'm not going to say anymore. Ça, c'était Kylie the Crocodile en anglais. Merci. I hope I didn't talk for too long. Non, c'est excellent. Merci beaucoup. L'histoire de Kylie est fascinante. Est-ce que c'est une autobiographie? Autobiographie. Non, parce que je ne suis pas un crocodile, mais c'est presque. C'est basé sur une vraie histoire. Et ça veut dire que je crois qu'il y a un crocodile dans le canal Saint-Martin. Est-ce que je peux expliquer l'histoire? Oui, allez-y, s'il vous plaît. OK.
Alors, ça commence pas avec un crocodile, ça commence avec un castor, un castor, un beaver. Et moi, j'ai vu le castor dans le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, c'est pas le Seine, c'est pas le grand, comment on dit, c'est pas le rivière de Paris, non. Ouais. C'est le petit canal. Et j'étais là et j'ai vu un grand castor et j'ai pensé, c'est quoi ça? Ça, c'était magnifique. Et c'est un peu étrange, mais parce que moi, je suis australien et en Australie, il y a plein d'animaux exotiques comme les kangourous et koalas et les choses comme ça. Et à Paris, il n'y a pas beaucoup d'animaux, il n'y a que le rat et le pigeon. Quand j'ai vu le castor, j'ai pensé, oh, c'est quoi ça? Ça, c'est fascinant, c'est intéressant. Moi, je vais faire une histoire, une podcast au sujet du castor. Et j'ai commencé, j'ai parlé avec tout le monde qui habite à côté du canal. Finalement, j'ai rencontré une vieille dame Oui. qui était assise à côté du canal et j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des animaux qui habitent ici dans le canal? Et elle a dit, oui, pourquoi pas? Elle a dit, oui, je peux voir qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici maintenant. Et j'ai demandé peut-être, est-ce qu'il y a un castor ici? Et elle a dit ça, et ça c'est vrai, elle a dit, oui, je suis sûr qu'il y a le castor parce que je sais qu'il y a un crocodile. Et j'ai dit, ah ouais, vous savez qu'il y a un crocodile? Pourquoi? Parce que j'ai pensé, ah, ça, c'est pas possible. Elle a dit, parce que j'ai lâché un crocodile il y a 2 ans. Et j'ai dit, quoi? Et elle a dit, oui, elle était petite comme ça. Et c'était il y a 2 ans. Et je ne sais pas si c'est là maintenant, mais peut-être. Et moi, après ça, l'histoire, ce n'était pas au sujet d'un castor, c'était au sujet d'un crocodile. Et j'ai essayé de trouver le crocodile, c'était un peu difficile, mais je crois que c'est là. Et avec ma femme qui est illustratrice, on a fait l'histoire de Kylie. On a imaginé qu'est-ce que la vie d'un crocodile à Paris, qu'est-ce qui se passe avec un crocodile à Paris. Et ça, c'est l'histoire de Kylie. Alors, c'est basé sur une vraie histoire. Wow! Et on a toujours ces légendes urbaines à propos des serpents, des crocodiles dans les égouts, mais là, vous êtes allé à la source même, c'est-à-dire que il y a la source même qui s'est dénoncée elle-même. Exactement, c'est étrange. Et il y avait 40 ans, il y avait un crocodile qui le pompait à trouver dans les égouts de Paris. Et ça, c'était vrai, parce que j'ai vu, ça habite, elle s'appelle Eleonore et elle habite en Bretagne, maintenant, dans un zoo, dans un Wow. parc pour l'animal. Alors, c'est possible, je pense que c'est possible, mais c'est un peu, peut-être c'est un peu dangereux, mais si Kylie est smiley et contente, peut-être c'est OK. Bien, bien, merci. C'est une excellente histoire, très bien racontée. Et j'avais même envie de faire un beatbox là, pour vous accompagner. Là. Parce que Cool. vous avez rappé votre texte. Wow, on peut faire un rap vidéo ensemble, web ça. Oui, exact. Et donc, merci beaucoup, c'est excellent. Je voudrais rappeler à tout le monde que vous pouvez acheter, il y a le lien pour acheter le livre de Oliver G. Et le livre que François Seul a présenté aussi dans la boîte de conversation. Merci, Oliver. Et, au plaisir de se croiser puis de faire un album pour enfants, hip-hop, hip-hop, rap et contes. Parfait, parfait. Très bonne idée. Merci beaucoup. OK, take care, mate. Take care. Eh bien, maintenant, merci à Oliver G. Maintenant, nous traversons l'océan Atlantique. Nous traversons d'hémisphères et nous nous rendons à Cusco, au Pérou. Cusco, la dernière ville avant d'atteindre le Machu Picchu au sommet des Andes. Cusco, ce lieu de légende. Cusco, l'ancienne capitale inca. Et donc, nous allons rencontrer Anthony Rowe,
le directeur de l'Alliance française de Cusco depuis février 2018. Bonjour, Anthony. Bonjour Webster, bonjour à toutes et à tous. Anthony est originaire de Bretagne, une grande terre de voyageurs et passionné par les cultures d'Amérique latine. Il a travaillé à l'Alliance française de Buenos Aires et professeur dans différentes universités au Mexique. Il va nous raconter le récit de la fondation de la ville par les frères Ayar, la conquête des Espagnols et l'indépendance, pour ensuite nous raconter un conte andin, El abrazo de la Pachamama, le câlin de la Pachamama. Monsieur Roux, à vous le plancher virtuel. Merci Webster, c'est exactement ça. Je suis très content de participer à cette tournée des alliances à travers le monde pour cette tournée de la francophonie. Et partager avec vous cette histoire, cette légende, ce mythe de la fondation de la ville de Cusco. Comment est-ce que cette ville a été créée? Comment est-ce que l'Empire Inca a été créé? Il y a très, très, très longtemps, le dieu Huiracocha, le voilà, le dieu Huiracocha avait 4 fils. Ces fils, on les appelle les frères Ayar. Vous avez le plus âgé, Ayar Manco, ici. Ensuite, vous avez Ayar Uchu, ici. Ayar Manco, Ayar Uchu. Ensuite, vous avez Ayar Cachi, ici. Et Ayar Auca. Ce sont les 4 frères. Qu'est-ce que le dieu Huiracocha a dit à ses enfants? Il leur a dit: partez mes fils, partez avec vos femmes, partez avec vos enfants, allez chercher une terre pour fonder un empire. Pour fonder un empire et pour y cultiver le maïs et la pomme de terre. Vous savez que le maïs et la pomme de terre viennent du Pérou, de l'Amérique latine en général. Et donc voilà nos quatre frères qui partent avec leurs femmes. Ils sortent de la grotte qui s'appelle Capactoco. Ils partent à la recherche de la meilleure terre pour fonder la ville. Pour ce faire, Huiracocha, le dieu, avait donné à son fils le plus aîné, Ayar Manco, un sceptre d'or. Il lui a dit: le jour où tu trouveras une terre dans laquelle ce sceptre pourra s'enfoncer, ça veut dire que ce sera la terre propice pour créer une ville et un empire. Et donc, ils sont partis tous avec leurs enfants, leurs femmes, à la recherche d'une terre pour cultiver la pomme de terre et le maïs. Mais pendant le voyage, il y avait un petit peu de rivalité entre les frères. Comme toujours, il y a toujours un peu de rivalité entre les frères et sœurs. Et Ayar Cachi, qui était le frère le plus virulent, le plus guerrier, le plus problématique, a commencé à embêter ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils l'ont enfermé dans une grotte et ils l'ont laissé là à tout jamais. Donc, les 3 autres frères, Ayar Auca et Ayar Manco, ont continué leur chemin faisant. Ayar Uchu, sur une montagne, a trouvé une pierre sacrée. Il a sauté dessus. Mais malheureusement, la pierre sacrée n'a pas apprécié que Ayar Uchu saute sur lui. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pierre sacrée? Elle l'a pétrifiée. Ayar Uchu est resté capturé par la pierre. Il ne reste donc que 2 frères, Ayar Auca et Ayar Manco, qui continuent la quête de cette terre qui leur permettra de fonder la ville de Cusco. On continue le voyage. Pendant le voyage, Ayar Auca se transforme en condor. Ce condor, le condor, vous savez ce que c'est? C'est un grand oiseau, c'est le plus grand oiseau d'Amérique du Sud qui vit dans les Andes, dans les montagnes. Il se transforme en condor pour voir mieux dans les montagnes où serait l'endroit le plus propice pour fonder cette ville. Malheureusement, au moment de se poser sur une montagne, le condor, Ayar Auca, se pétrifie lui aussi, il se transforme en pierre lui aussi et il reste là bloqué à tout jamais. Il ne reste plus que Ayar Manco, le plus âgé des frères, qui poursuit sa route, la route du soleil, pour trouver
la terre propice pour fonder Cusco. Et un jour, son sceptre rentre dans la terre, comme son père lui avait dit, le dieu Huiracocha, c'est ici que je vais fonder la ville de Cusco. Il trouve une superbe vallée, très fertile, où on peut faire pousser plein de plantes, des pommes de terre, du maïs, mais aussi beaucoup d'autres plantes, où on peut mettre les animaux comme les lamas et les vigognes pour qu'ils mangent l'herbe et puis récolter leur laine. Et là, c'est là qu'il a fondé la ville de Cusco, dans cette vallée. Vous voyez cette ville Inca. Les Incas étaient de très, très bons architectes. Et leur ville, ils l'ont dessinée sous la forme d'un animal sacré que l'on peut encore aujourd'hui, si on va dans le ciel de Cusco et si on regarde comment est dessinée la ville, elle est dessinée en forme de... C'est quoi comme animal, ça? À votre avis? Est-ce que c'était un chien? Est-ce que c'est un loup? Ah, c'est un petit peu entre les deux, c'est un puma. C'est un puma, c'est la forme de la ville des Incas, en forme de puma. Et cette ville leur a permis de conquérir tout un espace énorme. Si on regarde la carte de l'Amérique, regardez la carte de l'Amérique du Sud, on voit ici toute l'Amérique du Sud. Et à partir de Cusco, les Incas ont conquis tout un territoire qui va de la Colombie, tout au nord de l'Amérique du Sud, jusqu'au Chili, dans toutes les Andes. C'est le plus grand empire d'Amérique du Sud, l'empire des Incas. Et Cusco, qu'est-ce que ça veut dire Cusco en quechua? Le quechua, c'est la langue des Incas. Cusco, ça veut dire le nombril du monde. C'est pour ça que Cusco est au milieu de l'empire. Si vous regardez l'empire Inca, Cusco est vraiment au milieu. Et à partir de cette ville, ils pouvaient dominer, ils pouvaient contrôler tous ces territoires énormes. Et pour ça, ils ont construit des routes, ils ont construit des palais, ils ont construit des temples, ils ont construit des villes dans toute l'Amérique du Sud. Que vous allez en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Chili, en Argentine, vous verrez des vestiges de cet grand empire Inca qui a été fondé par les frères Ayar. Et donc Ayar Manco, le plus grand des frères qui a fondé la ville, est devenu le premier Inca. Et ensuite, beaucoup de générations ont succédé à Ayar Manco pour contrôler cet empire et pour l'étendre et pour englober les différentes cultures qu'il rencontrait. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, un certain Christophe Colomb a traversé l'Atlantique depuis l'Espagne pour aller chercher les Indes. Pour aller chercher les Indes, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre, à côté de la Chine, les Indes pour la soie, pour le sel, pour le poivre, pour les épices. Toute l'Europe cherchait à avoir des épices. Et en allant chercher les Indes, en allant chercher la Chine actuelle, eh ben, il est tombé sur un continent que les Européens, et ce continent, c'est l'Amérique. Et après Christophe Colomb, beaucoup d'Espagnols ont continué cette découverte de ce continent pour les Européens, et est arrivé dans le sud de l'Amérique, Pizarro, le conquistador Pizarro. Pizarro, il est arrivé et il a rencontré les Incas. Quelle était la grande différence entre Pizarro et les Incas? C'est que Pizarro et ses hommes avaient des chevaux. Les chevaux n'existaient pas en Amérique. Il n'y avait pas de chevaux en Amérique du Sud. Il n'y avait que des lamas et des vigognes et des alpacas, mais le cheval n'existait pas. Et donc les Incas, quand ils ont vu arriver sur un cheval un homme vêtu avec une armure comme ça, ils se sont dit, c'est la même personne. C'est une chimère. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ce sont des dieux. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils avaient, les Espagnols? Ils avaient des fusils. Ils avaient la poudre. Et ça, les Incas ne connaissaient pas. Donc, ils ont été très, très surpris par les Espagnols. Et les Espagnols ont pu comme ça capturer l'Inca Atahualpa. Le dernier Inca que les Espagnols ont rencontré s'appelle Atahualpa. Pizarro le capture et l'enferme dans une pièce et il lui dit à Atahualpa, moi, je vais te libérer, mais pour te libérer, je demande une rançon. Je veux que ton peuple m'apporte beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et c'est ce que cherchaient les Espagnols, l'or et l'argent. Et donc, dans cette pièce,
où tu te trouves capturé, je veux que cette pièce soit remplie d'or et d'argent. Là, on voit Pizarro avec Atahualpa en train de discuter. Atahualpa donne les ordres à ses hommes et en quelques semaines, ils arrivent à remplir effectivement la pièce d'or et d'argent. Mais les Espagnols ne tiennent pas leur parole et ne le libèrent pas et continuent à conquérir tout l'empire Inca, toute l'Amérique du Sud. Et voilà comment les Espagnols, dans la ville de Cusco, ils ont construit par-dessus les temples des Incas, ils ont construit leurs maisons, leurs monastères, leurs églises. Sur tous les temples sacrés, vous voyez ici qu'ils ont construit leurs églises, les églises espagnoles, sur les temples sacrés des Incas. Ça, c'est le temple du soleil Inca, ici à Cusco, qui s'appelle le Coricancha, et par-dessus, et ils ont construit l'église. Mais les Espagnols n'étaient pas d'aussi bons constructeurs que les Incas. Les Incas sont de très bons architectes, si bien que ici on voit dans cette rue à Cusco le mur des Incas qui est très très solide, qui ne bouge pas. Parfois ici il y a des tremblements de terre, vous savez, la terre tremble, les murs Incas ne bougent pas. Et les murs espagnols, oui, les murs espagnols, ils bougent. Et là, on dit que vous avez ici, vous voyez un mur qui n'est pas très solide, et ici un mur très solide. Ça, c'est le mur des Incas, et on dit que ça, c'est le mur des incapables, c'est-à-dire les Espagnols. Donc voilà l'histoire de Cusco, de la conquête espagnole. Et puis, petit à petit, les Espagnols se sont mélangés avec les Incas, avec les gens d'ici, d'Amérique du Sud. Ils ont créé différents pays qui se sont rendus indépendants de la couronne espagnole avec les idées de la Révolution française. Et puis, ils ont déclaré l'indépendance du Pérou il y a maintenant 200 ans. Au mois de juillet, nous allons fêter ici au Pérou l'indépendance du Pérou. Donc voilà l'histoire résumée de la fondation de Cusco, de l'Empire Inca, et puis ensuite de la création du pays, du Pérou et de l'indépendance. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment une belle histoire et bien résumée. Et j'avais tellement de questions, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais aimé effectivement revenir sur les traces Inca et comment la colonisation a été dévastatrice pour la culture Inca et autochtone finalement dans toutes les Amériques. Et, juste la solidité des routes aussi. Alors, je pense que dans les Andes, on a encore bien des routes qui nous viennent des Incas et que vous pratiquez encore aujourd'hui. Oui, exactement. Il y a encore des chemins qu'on appelle le Capacñam. C'est le chemin qui traverse tout l'Empire et qui permet d'aller d'une ville Inca à l'autre. Ce sont des chemins qui sont encore utilisés de nos jours par les agriculteurs, par les bergers, et pour faire voyager leurs brebis, mais aussi leurs lamas, leurs alpacas. L'alpaca, c'est une sorte de lama. C'est la même famille. C'est la famille des camélidés, comme les chameaux. C'est des cousins. Ce sont des cousins du chameau, mais des cousins américains du chameau, effectivement. La richesse, pour moi, la richesse de ces pays, que ce soit du Mexique jusqu'en Argentine, c'est que les populations se sont mélangées, créer une nouvelle culture qui mélange les cultures préhispaniques, les cultures aztèques, mèques, incas, etc., et les cultures hispaniques d'Espagne. Ça crée ces cultures si diverses et si variées. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. C'est très intéressant. Et on vous souhaite un bon deux centenaires de l'indépendance. C'est ça, 200 ans, hein? Le bicentenaire de l'indépendance, ici au OK. Pérou, en juillet, le 28 juillet. Parfait. Bien, merci pour toutes ces Merci. informations et à une prochaine fois. À une prochaine fois, enchanté, merci. Merci, enchanté. Et donc, on reste en Amérique. Merci à M. Roux. Mais cette fois-ci, on remonte vers l'Amérique du Nord, où est-ce qu'il fait un peu plus froid. Pas aussi froid que chez moi, je vous le garantis, mais quand même un peu plus froid. Et donc, on s'en va à l'Alliance française de Chicago, aux États-Unis, donc qui est notre organisme hôte aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à l'Alliance française de Chicago. Merci, Aimé et toute l'équipe de pouvoir participer à cette
communion de la francophonie, nous allons rejoindre Madame Anne Tenin du Chocolat Chaud d'Albi, qui est responsable du programme jeunesse. Bonjour, Madame Tenin. Elle est responsable du programme jeunesse à l'Alliance française de Chicago. Elle a un grand parcours professionnel en enseignement, autant chez les plus jeunes qu'à l'université. Et aujourd'hui, nous allons chanter, danser avec Anne. Et donc, je vous demanderai d'ouvrir vos caméras, vos micros, et nous allons suivre Madame Tenin. Désolé, je passe de Anne à Madame Tenin entre le formel et l'informel. Non, mais c'est bon, tu peux me tutoyer, Webster, il n'y a pas de souci. Okay. Merci, c'est notre particularité ici au Québec. Là, on croise on croise tout ça. Et donc, je vous cède, j'allais dire la parole, mais je vous cède le chant. Voilà, alors en fait, je vais revenir sur ce que tu as dit. On va garder les micros fermés, mais bien sûr, j'espère que vous allez chanter, sinon on ne va pas s'entendre. Donc, ouvrez les caméras, chantez, dansez avec moi. Je vais faire 4 chansons de gestes, donc préparez-vous à bouger, à danser. Ici, à l'Alliance de Chicago, on essaye de servir notre communauté francophone qui est très diverse et donc on a des programmes à la fois pour les enfants francophones et pour les enfants qui ne sont pas francophones et qui apprennent le français. On a aussi du tutorat CNED. On a également Chocolat Chaud d'Albi. Je chante tous les mercredis matins gratuitement pour la communauté qui peut-être ne peut pas prendre des cours et donc qui peut quand même rendre vivante cette langue et la transmettre à leurs enfants. Voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer. Ce sont des chansons traditionnelles pour enfants, très classiques, qui, je pense, sont chantées partout dans la francophonie. Voilà, je commence avec les petits poissons. J'ai des marionnettes, mais vous pouvez utiliser vos mains, comme ça, pour faire les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Ah, j'aime bien voir tous vos petits poissons. Fantastique. Ils nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits poissons dans l'eau. Bravo les amis, merci beaucoup. C'est très très bien. Maintenant, on va parler d'une chanson qui est célèbre à Montréal. On va parler d'Alouette, bien sûr. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et les yeux, et les yeux, et le bec,
amis. Bravo, bravo. Maintenant, on va préparer nos petits moulins. On va faire la chanson traditionnelle du meunier. Mieux, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Attention, ça va aller très très vite. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, le vent souffle. Meunier, tu dors, et le vent souffle fort. Meunier, tu dors, et le vent souffle, souffle. Meunier, tu dors, et le vent souffle fort. Attention, attention. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors. Voici venir l'orage. Le ciel est noir. Il va bientôt pleuvoir. Meunier, tu dors. Voici venir l'orage. Le ciel est noir. Il va bientôt pleuvoir. Attention, ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ça tourne vite. Bravo les enfants. Et les grands aussi. Bravo tout le monde. On va faire une très vieille chanson, ce sera la dernière. Et c'est Jean Petit qui danse. Et Anaïs va m'aider à vous montrer toutes les parties du corps. N'hésitez pas à danser. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse. Son doigt, doigt, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa main il danse, de sa main il danse, de sa main il danse, de sa main il danse. Sa main, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Le bras, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras il danse. Son bras, bras, de sa main, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa tête la danse, de sa tête il danse, de sa tête il danse, de sa tête il danse. Sa tête, de son bras, de sa main, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Le pied, de son pied il danse, de son pied il danse. Son pied, de sa tête, de son bras, de sa main, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse,
chant petit qui danse, et de son corps, tout son corps entoure. De son corps il danse, de son corps il danse, son corps, de son pied, de sa tête, de son bras, de sa main, de son doigt. Ainsi dans ce Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Bravo à tous, tout le monde a bien bougé, c'était super cool. Voilà les amis, merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines, mais qu'on fait aussi avec nos programmes. On a une maternelle, on a également des cours de FLE et on essaye de faire vivre le français ici à Chicago. Vous m'entendez pas? Est-ce que... Ah, ok, vous m'entendez? Bon, je ne pouvais pas me unmuter, me voilà. Félicitations, merci beaucoup. Ça nous a permis de bouger un peu ce samedi matin. Exactement, dans l'esprit du fun, n'est-ce pas? Oui, exact. Exact. Et moi j'ai une question pour vous, parce que je vois que vous avez travaillé avec les tout-petits, vous avez travaillé avec l'université aussi, et j'aimerais savoir, quelle est la clientèle la plus intéressante? Alors, c'est très différent, mais personnellement, j'aime les deux extrêmes du spectrum. J'aime beaucoup les tout petits parce que c'est là qu'on fait un impact très, très important. Et j'aime aussi les grands, les très grands. Je travaillais avec des jeunes adultes et je trouve leur motivation différente et vraiment intéressante. Mais j'aime vraiment tous les âges, en fait. C'est toujours un travail fascinant parce qu'il change sans arrêt. Effectivement, je pense qu'avec la musique aussi, c'est un vecteur un véhicule qui est tellement intéressant pour communiquer avec les gens. Donc, félicitations. Voilà, donc on essaye beaucoup d'utiliser justement la musique et le chant parce que c'est parfait pour l'accent, par exemple, les liaisons. Et puis, c'est un moyen mémotechnique magique. Hein. C'est comme ça que nous avons tous appris à parler. Tout à fait. Et tiens, en finissant, dans les chansons qu'on a vues aujourd'hui, quelle est votre favorite? Alors, c'est la même chose, c'est un peu difficile. Ouais. Je pose des questions difficiles ce matin. Non. J'aime beaucoup Jean Petit, elle marche très bien. Elle est bien pour l'enseignement des parties du corps et en plus, elle est très dynamique. Mais j'aime bien aussi personnellement les petits poissons dans l'eau parce que c'est mon frère qui joue de la guitare dessus. Et donc, à chaque fois, je pense à lui. Merci Nicolas Doucière, pour sa participation pour les fonds musicaux de mes chansons. C'est drôle parce qu'en entendant la chanson, je trouvais que la ligne de guitare était très bonne. Merci, je lui dirai, il sera ravi. Et avoir les mains dans les cases, j'avais l'impression d'être à l'aquarium. Aussi, voilà. Comme dans les cases comme ça. Et donc, merci beaucoup. Merci et merci à tous. Ça fait plaisir. Merci à vous. Puis, bien, bonne chance pour la suite et à une prochaine fois. Merci, à bientôt. Merci. Et donc, on redécollage. Et cette fois-ci, on va faire un trajet que j'ai moi-même fait l'année passée. C'est-à-dire que j'ai quitté Chicago pour me rendre en Inde, et exactement à Hyderabad. Et donc, salutations à tout le monde à l'Alliance. Ça fait plaisir de vous revoir. J'ai beaucoup aimé mon passage chez vous. Et donc, on va commencer par rencontrer nos membres de l'Alliance avec Samuel Bertet, qui est directeur de l'Alliance, aussi Gomati Padmanabhan. Et par la suite, on passera vers une vidéo Hyderabad by Night Together de Tarek Hamdin en rencontre avec Mahesh Kateki. Et donc, à vous la parole chez vous en Inde. Please unmute yourself in Hyderabad, s'il vous plaît. Merci.
Bonsoir, c'est effectivement le soir chez nous. On danse aussi, pas avec Jean Petit, mais on a une grande soirée de la francophonie avec le DJ Sunny Sunshine qui remixe la musique francophone des années 80, qui la mixe avec de la musique indienne et qui va bientôt aussi faire un mix sur la musique Telugu avec DJ Vex de Bordeaux. Alors, on est très content de revoir Webster qui effectivement nous avait rendu visite, n'est-ce pas, Gomati? Oui. Et je passe un peu le micro à Gomati qui va vous en dire un peu plus sur Hyderabad. Alors, bonsoir à tout le monde. Ici, c'est le soir. Donc, tout d'abord, merci Webster. On a bien aimé votre animation pour notre visite à Hyderabad. Et puis, Hyderabad est situé au sud de l'Inde. Et puis, ici, l'Alliance française à Hyderabad accueille beaucoup d'étudiants pour apprendre la langue française pour des raisons très, très différentes. Même dans des écoles, on enseigne le français. Et puis, moi aussi, je travaille ici depuis plus que 14 ans et ça m'a donné beaucoup de plaisir d'enseigner la langue française. Puis, si vous avez des questions. Alors, brièvement aussi, c'est vrai qu'il y a une longue histoire du français, en fait, à Hyderabad. Pour une petite anecdote historique, lorsque la Compagnie des Indes françaises a envoyé son premier navire en Inde au milieu du XVIIe siècle, dans le port de Surat, la première expédition a été envoyée à Golconde. Golconde, c'est le fort de la vieille ville de Hyderabad qui avait le monopole du commerce des diamants. Pendant longtemps, jusqu'au XXe siècle, les diamants du monde entier venaient de Hyderabad. Et on a eu une grande histoire commune entre la France et Golconde et Hyderabad, et notamment un général français qui s'était mis au service des princes indiens et qui a résisté avec lui contre les Anglais, le général Raymond. Sa tombe est même devenue un lieu de pèlerinage jusqu'à encore récemment. Et donc, on a une histoire commune qui est assez ancienne, mais ce qui est intéressant sur l'histoire du français plus contemporaine, c'est que l'Alliance a été démarrée par des scientifiques qui sont partis en France dans les années 60 pour faire leur thèse et ils sont tombés vraiment amoureux de la culture francophone. Frantz Fanon, mais aussi Camus et tous les mouvements sociaux de l'époque. Et de leur retour de bourse, de thèse souvent, ils ont abandonné leur cursus scientifique pour se lancer dans le français. Donc c'est vraiment le résultat d'une histoire d'amour qui se poursuit. Nous avons dans notre alliance des enseignants de 4 générations qui sont en grande partie d'anciens étudiants. Et je crois que l'Alliance française de Hyderabad, comme toutes les alliances dans le monde, se distingue par la diversité de son public et le fait que c'est un lieu de mixité qu'on ne retrouve pas forcément dans les écoles qui sont dominées en fait par le système privé, où on retrouve des gens de classe sociale vraiment très, 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 très similaires. Et du coup, à l'Alliance, on a des gens d'âge différents, de classe sociale relativement différente quand même. Et donc, c'est aussi un autre espace de rencontre, de pensée. Et Webster a fait partie justement de ces ouvertures vers le monde que les alliances peuvent offrir et qui ravissent. Et vous allez voir bientôt un petit film justement qui montre un de nos élèves et voilà, leur démarche et les portes et les fenêtres qu'ils essayent d'ouvrir. Merci. J'ai beaucoup aimé mon passage chez vous. Merci pour votre hospitalité. On a bien hâte de voir la vidéo de Hyderabad by Night. So when I'm on my board, I feel a sense of freedom. I feel totally in the moment, completely alive, and this sense of control, which I think as humans we've been lacking in the past 1 year because of the pandemic. And all I need to explore, to express, and be able to use my longboard is just a long, flat piece of a road, really.
Growing up, Hyderabad was a totally different landscape. It was all rocks and boulders, and Hyderabad has this history of natural rock formations which have been existing since millions of years. Today when I'm there, I realize how much as humans we have changed the landscape, and how the same boulders that have taken so many years to form has become cement, and how the hills have turned into these clusters of super high rises. I think it is really important to find a balance between our need for progress and the preservation of our past heritage. So when the lockdown was enforced, I was lucky enough to have a parking basement in our apartment building. Which I could use to skate. And after the lockdown was eased, I ventured out mostly in the nights to find spots which were safe enough and good enough for me to skate. And it was during one of these sorties that I ran into this long flyover, which was finished but was not functional yet because it was serving a huge cable bridge which was still being built. So that was it. I found my perfect spot to skate. And I was going there almost every day. Initially, it was all me by myself, and with every passing day, more and more people started coming. There were people coming for walks, people running, cyclists, and slowly but surely there were parents and kids who took interest in what I was doing, and we started talking to each other, and the kids got their own skateboards eventually, and it was my pleasure to teach them, and in a way we started forming a little community which I have never really felt in the city, where I could talk to strangers and make friends. And even though today the flyover is open to traffic, we still remain in contact, and my community has grown. So recently I was at a spot that I used to skate before, and the road was built by cutting into a hill, and this time when I was there, I saw how one side of the hill had completely caved in, and the road was filled with boulders. And me being me, I never miss an opportunity, and I took this up for me to climb on boulders again as I was doing before. I found it really funny because all this while we have been cutting into the rocks, and there was the rocks now cutting into something that we built. So it was a sort of a revenge, and I find it funny because it was like a complete cycle of we playing with nature and then the nature playing with us. In our cities, I find ourselves moving between houses and our offices and cafes and gyms, and always being in our spaces of comfort and never really stepping out of our bubbles to meet new people or have new experiences, learn new things, and which I think is one of the most important aspects of being alive. And my experience on the flyover has shown me that people innately have this desire to connect with new people, to interact with new experiences, and this feeling of togetherness came with the ability to meet new people and strangers. And I think
as a young emerging city, it is very important for us to have more of these new public spaces where we can meet and learn from each other. Until that day arrives, I will be awake when the whole city sleeps, somewhere on a long stretch of a road on my longboard, skating away. Wow, oh, wow, félicitations. Il y a tellement d'éléments intéressants. Déjà de voir, te voir seul. En passant, nous sommes avec Mahesh Kartiki. Bienvenue dans la conversation. Et donc, de te voir sur le longboard la nuit, sur la grande stretch de route, là, wow, ce sont des belles images. Et quel est votre sentiment quand vous êtes sur le longboard? Comme je disais dans la vidéo, je me sens très libre et c'est une sensation où je ne pense pas trop du tout parfois et si je fais quelque chose, je suis complètement dans le moment. Et ça fait combien de temps que vous faites du longboard comme ça? Et c'était vraiment par chance. J'ai vécu plusieurs années aux États-Unis et c'était là où j'ai commencé à faire toutes les choses comme longboarding ou même faire de l'escalade. Et oui, ça fait presque 5 ans. Mais quand je suis revenu ici en Inde, je n'ai pas mon longboard avec moi et c'était l'année dernière où j'ai commandé un board juste avant le confinement. Et pendant cette période de confinement, j'avais de la chance dans mon bâtiment où je pourrais faire du longboard, de skater chaque jour. Et c'était là où j'ai vraiment commencé à apprendre les nouvelles choses avec mon board. Est-ce que c'est populaire à Hyderabad? Non, pas du tout. À ma connaissance, il n'y a que moi ici qui le fait. Et mais après les personnes, les gens qui me voyaient, ils sont maintenant achetés les planches eux-mêmes et maintenant on a une petite communauté. Oh wow, ok, Pioneer. Bien. Et on a une question de Aimé Laberge qui nous demande où est-ce que tu as appris le français et pourquoi? Ici à Hyderabad, je me suis inscrit à l'Alliance il y a 2 ans presque. Et quand je disais, j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis et j'ai envie de voyager autour du monde et j'ai envie à vivre aussi en Europe pour des années. Et c'est pourquoi j'ai pensé que ça va faire ça va faire beaucoup de différence quand je parle la langue locale et sauf savoir seulement l'anglais. Oh wow, félicitations, hein, c'est parfait. Peut-être une dernière question. C'est quoi votre plus grand défi de faire du longboard à Hyderabad? Parce que bon, pour avoir vu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de trafic aussi. Et donc, quel est votre défi? Oui, ça c'est le défi, bien sûr, le trafic, la circulation. Et on n'a pas beaucoup. Et comme vous savez, l'Inde, c'est un pays très avec beaucoup de population. Et c'est l'un des plus grands défis pour moi. Et c'est pourquoi je me trouve que je me réveille très tôt, presque 3 ou 4 heures du matin. Et je le fais jusque le soleil se lève. Et ça me trouve le bon moment pour moi en ce moment ici.
Mais on a des projets avec le gouvernement à construire les nouvelles endroits où on peut aller skater, les skateparks, etc. Ouais. Ce sont des beaux projets. Donc, Mahesh Kartiki, merci beaucoup, Dynavad. Merci pour cette discussion, puis une grande force à toi. Merci, Webster. Merci. Au revoir. Salutations à l'Alliance française d'Hyderabad. Et donc, nous allons prendre une pause. Nous allons pouvoir manger, ou en fait, dépendamment où est-ce que vous êtes sur Terre, peut-être vous allez souper, comme on dit chez nous, ou le dîner ici qui est le lunch. Bref, chacun manger le repas avec le nom que vous voulez. Et on se revoit dans 1h12 exactement. Et moi, j'en profite pour te remercier, Webster, d'avoir accueilli tout. On a voyagé beaucoup ce matin quand même. On a fait du millage, comme on dit, du kilométrage. Tout à fait, c'est vrai. Et effectivement, j'aimerais rappeler à tout le monde je voudrais remercier ceux qui sont encore avec nous, c'est-à-dire Hyderabad, merci. Alice, c'est toi qui es là? C'est bien de te voir. Merci à Anthony à Chicago. Merci à Françoise Sull en Suède. Oliver est reparti, mais c'était bien de poser avec un Australien à Paris, avec son histoire de crocodile qui a commencé avec une histoire de castor. Hein? Le castor, c'est pourtant si canadien. Qu'est-ce qu'il faisait dans le canal Saint-Martin? Il faut se poser la question. C'est moi qui l'ai laissé. C'est moi qui l'ai mis dans le canal. Il a laissé un petit cadeau là-bas. Et avec Anthony dans les Andes, avec les Mayas. Alors, j'espère que tout le monde a bien aimé, les jeunes et les moins jeunes. Je pense que c'était un peu pour tout le monde. Et on revient donc cet après-midi à partir de midi avec beaucoup plus d'escales un peu partout et vraiment un programme pour tous. Alors, on fait la pause. Merci. Au revoir.